Derrière la façade polie, la vérité est souvent plus étrange que la fiction. Ce soir, nous dévoilons des histoires bizarres mais vraies des années passées d'Hollywood. Ces récits, vérifiés par l'histoire, prouvent que parfois la réalité surpasse même le scénario le plus fou. L'une d'elles, les dentiers secrets de Clark Gable, et l'horreur de son haleine. Notre première histoire commence avec la royauté d'Hollywood, Clark Gable, le roi élégant d'Hollywood, avec son sourire facile et son charme sans effort. Mais derrière ce sourire célèbre se cachait un secret bien gardé. À seulement 32 ans, le sourire éclatant de Gable était entièrement faux. En 1933, une grave infection des gencives a signifié que la plupart de ses dents devaient être retirées et remplacées. Les dentiers ont restauré son sourire à l'écran, mais ont apporté un effet secondaire malodorant, une halitose chronique. Sur le plateau d'Autant en emporte le vent, la co-vedette Vivien Leigh s'est plainte de la mauvaise haleine de Gable pendant leur scène romantique. Imaginez Scarlett O'Hara s'évanouissant dans les bras de Rhett Butler pour être accueillie par l'odeur de l'adhésif dentaire et de l'ail. Pourtant, le charisme de Gable a perduré. Ses collègues ont remarqué qu'il était obsédé par la propreté, peut-être pour compenser son embarras dentaire. Pour le public, il restait le séducteur robuste. Les dentiers étaient un secret d'Hollywood, caché derrière un gros plan parfaitement éclairé et un confiant « franchement, ma chère ». 2. Le cauchemar diététique imposé par le studio à Judy Garland. Ensuite, nous levons le rideau sur la sombre réalité du système des studios hollywoodiens à travers l'histoire de la jeune star Judy Garland. Adorée en tant que la pure Dorothy dans Le Magicien d'Oz, la vie de la jeune Judy sur le plateau était tout sauf magique. À 16 ans, Garland était sous contrat chez MGM, et les dirigeants du studio étaient obsédés par son poids. Le chef du studio, Louis B. Mayer, l'appelait grossièrement « un petit cochon grassouillet avec des nattes, brisant son estime de soi ». Mayer et ses acolytes ont soumis Judy à un régime extrême pour créer une Dorothy plus mince. Le régime, soupe de poulet, café noir et cigarettes, plus des pilules coupe-faim. C'était un plan de famine imposé par le studio conçu pour maintenir l'actrice de 1,50 m sous son poids à tout prix. Jour après jour, Garland travaillait sous les lumières chaudes du Technicolor. Alimenté seulement par un maigre bouillon et de la caféine, ses mains, tremblant souvent à cause des pilules d'amphétamine données pour stimuler son énergie. La nuit, lorsque l'épuisement s'installait, le studio prescrivait des somnifères pour l'assommer, puis la réanimait avec des stimulants à l'aube. C'était un cercle vicieux de drogue et de privation, tout cela pour maintenir une silhouette de jeune fille. Sur le plateau d'Oz, les membres de l'équipe ont remarqué que les yeux de Judy se fermaient de fatigue alors qu'elle serrait une tasse de café noir entre les prises. Les surveillants du studio la surveillaient même en dehors du plateau. La pression était immense. Garland se souvient plus tard qu'on lui donnait des pilules pour l'énergie dès l'âge de 10 ans, appelant sa propre mère la véritable méchante sorcière de l'Ouest pour avoir participé à ses abus. 3. Le cadavre de John Barrymore, la farce ultime d'Hollywood. Notre prochaine histoire ressemble à une comédie macabre. Imaginez cela, le corps d'un acteur légendaire volé à la morgue pour une dernière fête. C'est vraiment arrivé à John Barrymore, l'un des plus grands acteurs des années 1920 et 30. En 1942, Barrymore est mort soudainement de cirrhose et d'insuffisance rénale. Mais ses amis fêtards, connus sous le nom de Bundy Drive Boys, n'étaient pas prêts à lui dire adieu. Selon la légende hollywoodienne, quelques-uns de ses compagnons de beuverie ont décidé d'emprunter son cadavre pour un dernier hurrah. Les coupables, le célèbre comédien W.C. Fields, l'acteur d'aventure Errol Flynn et l'artiste Sadakichi Hartman, entre autres. Selon l'histoire, sous le couvert de la nuit, ils se sont faufilés dans le funérarium, ont glissé de l'argent aux gardiens et ont emporté le corps embaumé de Barrymore. Ils ont installé Barrymore, au grand profil, sur une chaise dans le manoir d'Errol Flynn, un cigare peut-être à la main, comme s'il présidait l'une de leurs soirées poker. Quand Flynn est rentré chez lui après une nuit dehors,
Allumez les lumières. Flynn poussa un cri à glacer le sang, croyant voir un fantôme. Il s'enfuit dans la cour, terrifié, jusqu'à ce que les farceurs le rattrapent et révèlent la vérité. C'était tout un dernier tour tordu. 4. La mort mystérieuse de Thelma Todd sur la Coast Highway. Par un matin froid de décembre 1935, Hollywood s'est réveillé avec une nouvelle choquante. L'actrice Thelma Todd avait été retrouvée morte dans sa voiture à l'intérieur d'un garage, perchée au-dessus de l'océan Pacifique. La presse l'avait surnommée The Ice Cream Blonde, connue pour ses rôles comiques pétillants, mais sa fin était digne d'un film noir. Le corps de Todd a été découvert affalé sur le volant de sa Lincoln décapotable marron chocolat, portant encore sa robe de soirée élégante et son manteau de vison. Elle avait seulement 29 ans. Les rapports d'autopsie ont révélé un empoisonnement au monoxyde de carbone provenant du moteur de la voiture. Officiellement, sa mort a été classée comme un accident ou une possible autodestruction. Mais tout de suite, les choses ne collaient pas. Des amis insistaient sur le fait que Thelma avait tout pour vivre, et il y avait des détails étranges. Du sang sur son visage provenant d'un coup possible, et son talon haut cassé, comme si une lutte avait eu lieu. Des rumeurs de jeu déloyal circulaient. Les suspects semblaient sortis d'un roman policier. Il y avait Roland West, son amant et partenaire d'affaires, qui aurait été possessif et se serait disputé avec elle la nuit de sa mort. Il aurait verrouillé la porte à 2 heures du matin cette nuit-là, agacé qu'elle soit restée dehors tard. Des années plus tard, West aurait avoué sur son lit de mort qu'il avait accidentellement causé la mort de Thelma lors d'une dispute. Puis, il y avait le spectre de Lucky Luciano, l'infâme gangster. Todd avait repoussé les demandes de Luciano d'utiliser son café Prosper comme un repère de jeu. Il n'acceptait pas un refus. Un témoin a affirmé que Thelma avait dit à Luciano « Plutôt mourir » à propos de son plan, ce à quoi il a répondu froidement « Ça peut s'arranger ». Sa mort était-elle la vengeance de Luciano mise en scène pour ressembler à un accident? Certains à Hollywood murmuraient que des policiers puissants payés par la mafia avaient aidé à dissimuler un meurtre. Cinquièmement, star du muet contre film parlant, fin de carrière tragique. Lorsque les films parlants ont révolutionné le cinéma à la fin des années 1920. C'était un bond en avant excitant. Mais pour certaines stars du cinéma muet, l'innovation s'est avérée fatale pour leur carrière, voire leur vie. Notre prochaine histoire n'en est pas une, mais plusieurs, mettant en lumière les destins tragiques des acteurs de l'ère du muet, dont les voix se sont tues de plus d'une manière. Prenez Carl Dane, un comédien d'origine danoise adoré dans les comédies muettes des années 1920. Les spectateurs riaient de ses pitreries aux côtés de la star John Gilbert. Mais avec l'arrivée du son, l'accent prononcé de Dane et sa voix grave gutturale ne correspondaient pas à l'idée hollywoodienne d'un premier rôle. Les rôles se sont taris. En 1930, MGM l'avait relégué à des petits rôles avec à peine quelques répliques, puis a résilié son contrat. L'ancienne star s'est retrouvée à tenir un stand de hot-dog devant les portes du studio qu'il avait autrefois en tête d'affiche. Déprimé et démuni, Carl Dane s'est suicidé en 1934, d'un coup de feu auto-infligé à l'âge de 47 ans. Sa fin tragique est devenue un symbole de la cruauté de la transition vers le cinéma parlant. Puis il y a John Gilbert, autrefois surnommé le grand amant du silence, second seulement à Valentino en termes d'attrait romantique. La voix riche de Gilbert était en fait bien enregistrée, mais la politique des studios a torpillé sa carrière dans les films parlants. Ses films ont échoué, sa vie personnelle était en désordre, Gilbert buvait beaucoup. En 1936, à seulement 38 ans, il a subi une crise cardiaque fatale. Beaucoup y ont vu un cœur brisé. Hollywood avait rejeté son idole de séducteur et il ne s'en est jamais remis. 6. Les Munchkins de MGM et la débauche du village des nains. En 1939, le magicien d'Oz de MGM a réuni une assemblée sans précédent de 124 personnes de petite taille pour jouer les joyeux Munchkins d'Oz. C'était une opportunité d'emploi révolutionnaire. La vie des acteurs Munchkins en dehors des caméras est devenue matière à des récits scandaleux, avec MGM prêtant
tous ensemble dans ce que certains appelaient un village Munchkin à l'hôtel Culver. Ce qui s'y est passé varie de délicieux à troublant selon à qui vous demandez. Judy Garland elle-même a alimenté les rumeurs dans des interviews ultérieures. Elle plaisantait en disant que les interprètes Munchkins étaient de petits ivrognes qui se saoulaient chaque nuit et qu'il fallait rassembler chaque matin avec des filets à papillons. Le producteur Mervyn LeRoy a affirmé que ces acteurs festifs organisaient des orgies sexuelles sauvages à l'hôtel, avec la police locale à chaque étage pour maintenir l'ordre. En effet, avec autant de petites personnes rassemblées, le Culver Hotel serait devenu une fête sans fin d'alcool et de farce. Une histoire souvent racontée décrit comment les acteurs de petite taille, après quelques verres, mordaient les jambes des gens au bar de l'hôtel par jeu. Une autre raconte qu'un Munchkin est resté coincé dans une cuvette de toilette lors d'une nuit de fête. Torture technicolor sur la route de briques jaunes. Le Magicien d'Oz est peut-être mémorable pour ses visuels technicolor brillants, mais pour les acteurs, le tournage en couleur pionnier ressemblait plus à une torture qu'à de la magie. Notre prochain récit bizarre examine la douleur et le danger derrière la beauté du technicolor, où la souffrance sur le plateau a atteint des extrêmes au nom de la magie du cinéma. En 1939, le technicolor nécessitait des lumières extrêmement vives pour être correctement exposées. Les plateaux de tournage d'Oz étaient inondés de gigantesques lampes à arc. La chaleur était énorme et torturante, surtout pour les acteurs enveloppés dans des costumes lourds et élaborés. Bear Lahr, jouant le lion peureux, portait un costume fait de véritables peaux de lion qui pesaient apparemment près de 90 livres. Sous les lumières étouffantes, Lahr transpirait tellement qu'il ne pouvait supporter que quelques minutes à la fois avant d'être essoré. L'équipe du studio devait sécher le costume de lion avec un souffleur industriel chaque nuit. Mais le véritable tourment du Technicolor est tombé sur les deux personnages fantastiques du film, l'homme de fer blanc et la méchante sorcière. Buddy Ebsen avait été initialement choisi pour jouer l'homme de fer blanc et a subi un test de maquillage avec une peinture faciale en poudre d'aluminium pour obtenir cet éclat argenté. Le résultat fut désastreux. En inhalant de la fine poussière d'aluminium jour après jour, les poumons d'Ebsen ont lâché. Il a passé 2 semaines à se remettre de ce qui était essentiellement un empoisonnement au métal, respirant avec un réservoir d'oxygène. Incroyablement, le studio avait continué à le pousser jusqu'à ce que son corps lâche. Ebsen a dit plus tard qu'il était allongé dans un lit d'hôpital lorsque les dirigeants de MGM l'ont froidement informé qu'il serait remplacé. En effet, l'acteur Jack Haley a pris le rôle de l'homme de fer blanc et MGM a discrètement opté pour un maquillage à base de pâte d'aluminium plus sûre. Même alors, Haley a souffert d'une grave infection oculaire à cause de la substance métallique et a manqué quelques jours de tournage. Puis il y avait Margaret Hamilton, l'actrice de caractère distingué derrière la méchante sorcière de l'Ouest. Dans une scène, alors que la sorcière disparaît dans une explosion de flammes et de fumée, une erreur de synchronisation a transformé l'effet spécial en cauchemar. La trappe sous Hamilton est restée bloquée une fraction de seconde de trop pendant une prise. En un instant, elle a été engloutie par le feu. Hamilton a souffert de brûlures au 2e degré sur le visage et de brûlures atroces au 3e degré sur la main. Le maquillage vert à base de cuivre sur sa peau avait pris feu, intensifiant les brûlures. Emmenée précipitamment hors du plateau, elle a passé 6 semaines à l'hôpital pour se rétablir. À son retour, Hamilton a courageusement terminé ses scènes mais a catégoriquement refusé de travailler à nouveau avec des flammes nues. Pour aggraver les choses, sa doublure, Betty Danko, a été blessée dans une autre explosion sur le plateau. Un balai truqué qu'elle montait a explosé, amenant Danko à l'hôpital avec des jambes définitivement marquées. La production semblait maudite par le feu et les fumées. 8. Les obsessions de Hitchcock. Des frigos aux parties du corps. Alfred Hitchcock était connu pour ses frissons psychologiques à l'écran, mais certaines de ses bizarreries hors écran s'aventurent dans le bizarre. 2 obsessions particulières de Hitchcock sont devenues des légendes d'Hollywood. L'une impliquant un réfrigérateur et l'autre une collection plutôt macabre de parties du corps. D'abord, le réfrigérateur. Hitchcock avait un sens de l'humour malicieux, souvent aux dépens des autres. Farce,
infâme. Il a donné un dîner où chaque plat était teint d'un bleu vif et troublant, uniquement pour déstabiliser ses invités, mais son obsession pour le frigo allait au-delà des farces. Sur le plateau de Psycho, il a inventé le terme « logique de réfrigérateur », plaisantant que si une incohérence dans l'intrigue n'est remarquée que lorsque le spectateur est rentré chez lui et cherche un encas dans son frigo, alors le film a réussi. Pourtant, l'histoire la plus étrange liée au frigo a été découverte dans la maison familiale des Hitchcock dans les années 1970. Alma Reville, la femme de Hitchcock, gardait une tête en cire grandeur nature d'Alfred dans leur réfrigérateur. Une photographie glaçante existe d'Alma posant fièrement à côté du buste en cire étrangement réaliste de Hitch niché parmi les provisions. Que ce soit l'idée de Hitchcock pour une blague ou la façon d'Alma de sentir la présence imminente de son mari, on ne peut qu'imaginer le choc de quiconque cherchant innocemment du lait et se retrouvant face au sourire figé de Hitch. Ce souvenir bizarre suggère que le goût morbide de Hitchcock pour le jeu s'étendait souvent à sa vie domestique. Puis, il y a les prétendues collections de parties du corps de Hitchcock. Bien qu'il ne collectionnait pas littéralement des restes humains, il collectionnait certainement des idées macabres. Les films de Hitchcock révèlent sa collection figurative d'images de parties du corps. Mains coupées, cravates étouffantes, yeux indiscrets. Cependant, une rumeur persistante à Hollywood prétendait qu'Hitchcock gardait quelque chose de sinistre en sa possession privée. En réalité, ce qu'il chérissait, c'étaient des photos détaillées de scènes de crime et des manuels de pathologie médico-légale. Il était fasciné par ce qui fait frémir le public. Les collègues faisaient souvent remarquer la décoration macabre du bureau de Hitch, apparemment un tiroir rempli de fausses oreilles, nez et autres prothèses abandonnées des plateaux de tournage qu'il sortait pour effrayer les visiteurs. Hitchcock avait aussi une blague inquiétante qu'il faisait aux nouveaux acteurs, leur offrant une poupée ou un souvenir de la partie du corps de leur personnage. En un sens, Hitchcock collectionnait des parties du corps. 9. James Dean, la mort et la nomination posthume aux Oscars. La vie de James Dean était une météore, brillante, brève, et se terminant bien trop tôt. L'icône de la rébellion des années 1950 n'a fait que 3 films. Pourtant, sa légende est immense. Une note étrange de l'histoire de Dean est que même dans la mort, il a réalisé une première historique à Hollywood. James Dean est devenu le premier acteur à recevoir une nomination aux Oscars à titre posthume. L'année était 1955. Dean, âgé de seulement 24 ans, a été propulsé vers la célébrité avec À l'Est d'Éden. Il vivait aussi vite hors écran. Une passion pour les courses de voitures rapides égalait son intensité à l'écran. Le 30 septembre 1955, la Porsche Spyder argentée de Dean a rencontré un destin tragique sur une autoroute de Californie. Dean est entré en collision presque de front avec une autre voiture. L'épave déformée a laissé la jeune star morte sur le coup, une onde de choc à travers Hollywood. Pourtant, l'histoire de James Dean ne s'est pas arrêtée là. En février 1956, lorsque les nominations aux Oscars ont été annoncées, le nom de Dean a résonné dans un honneur rare. Nomination pour le meilleur acteur pour À l'Est d'Éden. Jamais auparavant, un acteur n'avait reçu une telle reconnaissance après sa mort. C'était comme si Hollywood, rongé par la culpabilité et le chagrin, cherchait à honorer le talent qu'il avait perdu. La performance de Dean en tant que Cal Trask troublé avait ému le public et les critiques. Il n'a pas gagné cette année-là, mais incroyablement, 1 an plus tard, il a été nommé une 2e fois pour Géant, son dernier film qu'il n'a jamais vécu pour voir terminer. 2 films, 2 nominations posthumes aux Oscars, c'est un record doux amer qui perdure à ce jour. La légende de Dean n'a fait que grandir. Les fans le voyaient comme un bel ange déchu du cinéma. Lors de la cérémonie des Oscars de 1957, quand son nom a été lu parmi les nominés, un silence est tombé. Les gens se demandaient ce qui aurait pu être. Dix, la ferme expérimentale secrète de MGM. Fait ou fiction? Derrière l'éclat néon d'Hollywood et les portes des studios se cachent parfois les secrets les plus étranges. Une rumeur inhabituelle de l'âge d'or parle d'une ferme expérimentale secrète de MGM. Cela ressemble à une folle conspiration. Metro-Goldwyn-Mayer cultivant des récoltes et élevant la magie
Y a-t-il une part de vérité? Pendant les années 1930 et 40, MGM était une puissance, non seulement dans les films, mais aussi dans l'innovation. Selon des rapports épars, le studio maintenait une installation discrète dans un ranch à la périphérie du comté de Los Angeles. Là, il pouvait élever et entraîner la myriade d'animaux nécessaires pour leurs épopées, des lions pour le logo emblématique aux chevaux pour les westerns, et même une colonie de rongeurs pour certaines scènes. Certains l'appelaient une ferme expérimentale parce que les dresseurs d'animaux et les concepteurs d'accessoires de MGM testaient de nouvelles techniques à l'abri des regards indiscrets. Un exemple vérifié, le lion mascotte de MGM, Jackie, était hébergé dans une ferme animale affiliée au studio dans les années 1930. Jackie a même été utilisé pour tester de nouveaux équipements de caméra et d'enregistrement sonore. De même, des oiseaux exotiques et des grues étaient gardés pour peupler les décors de jungle. La ferme cultivait également des plantes et des fleurs spécifiques toute l'année que les décorateurs de plateau pouvaient utiliser à la demande. Besoin de feuilles d'automne en juin? La ferme de MGM aurait pu vous aider en expérimentant pour forcer les arbres à changer de couleur hors saison. Une entreprise particulièrement étrange, rumeur non confirmée, était la tentative de MGM de créer une race de bovins miniatures pour les utiliser dans les plans d'arrière-plan. Bien que cela semble fantaisiste, MGM utilisait effectivement des astuces de perspective forcée et recherchait constamment des effets pratiques. Il y a des anecdotes sur quelques vaches pygmées et chevaux nains élevés, bien que les archives officielles soient rares. 11. La dispute mortelle d'Alfalfa Switzer. À propos d'un chien d'une ferme MGM, nous nous tournons vers une star de MGM, bien que de petite taille, qui a connu une fin bizarre et tragique. Carl Alfalfa Switzer était célèbre comme le garnement à la frimousse tachetée de taches de rousseur avec une mèche rebelle dans les comédies Our Gang. Mais la vie de Switzer après sa célébrité d'enfant a sombré dans le malheur. Tout a culminé dans l'une des rencontres fatales les plus étranges d'Hollywood. Dans la vingtaine, Switzer avait du mal à trouver du travail d'acteur. La nuit du 21 janvier 1959, Alfalfa, âgé de 31 ans, se trouvait chez un ami à Los Angeles nommé Moses Bud Stilts. Le problème en question, $50 et un chien de chasse. Plus tôt, Switzer avait emprunté le chien de chasse précieux de Stilts pour une partie de chasse. Le chien s'était enfui et Switzer avait offert une récompense pour son retour. Quelqu'un a trouvé et ramené le chien, et Switzer a payé à la personne $35 et lui a offert des boissons. Stilts n'était pas d'accord, affirmant que Switzer était responsable de la perte du chien au départ. Cette nuit d'hiver, alimentée par l'alcool et la frustration, Switzer est allé confronter Stilts et récupérer la dette de $50 pour la récompense et les dépenses. Les récits varient, mais une dispute a éclaté en une altercation physique. Apparemment, Switzer a frappé à la porte de Stilts, exigeant un paiement, et une bagarre a éclaté à l'intérieur. Switzer, un homme petit mais trapu, aurait lutté avec Stilts, allant même jusqu'à le frapper à la tête avec un objet lourd. Stilts se retira et attrapa un fusil. À ce moment-là, un témoin affirma plus tard que Switzer, peut-être en bluffant, sortit un canif. En un éclair, un coup de feu retentit. 12. La malédiction de The Misfits. Un dernier film de destins finaux. En 1961, un film appelé The Misfits est sorti en salle. Un drame sur des cow-boys errants et une femme solitaire dans les paysages poussiéreux du Nevada. Ce n'était pas un succès au box-office, mais il a depuis acquis une infamie en tant que film maudit. Pourquoi? Parce que tragiquement, c'est devenu le dernier film de ces stars légendaires, et presque tout le monde impliqué a été touché par le malheur. The Misfits a été écrit par le dramaturge Arthur Miller comme un véhicule pour sa femme, Marilyn Monroe. Il mettait en vedette Clark Gable et Montgomery Clift, mais le tournage a été difficile. Le mariage de Monroe avec Miller se désintégrait pendant le tournage. Elle luttait contre la toxicomanie et des troubles émotionnels, retardant la production avec des hospitalisations. Monty Clift, lui-même aux prises avec l'alcoolisme et la douleur d'un accident de voiture, défigurant survenu des années auparavant, était fragile. Clark Gable, le roi vieillissant, était déterminé à perdre
des cascades pour prouver qu'il était toujours capable. Quelques jours après avoir terminé le tournage éprouvant, Clark Gable a subi une crise cardiaque massive. Certains ont blâmé une scène particulièrement épuisante où Gable était traîné par un cheval sauvage. D'autres, le stress de travailler avec l'emploi du temps erratique de Monroe. Gable, qui avait fameusement dit que Marilyn m'a presque donné une crise cardiaque avec ses retards, s'est effectivement effondré. Il est mort le 16 novembre 1960, même pas 2 semaines après la fin du tournage. La presse a pleuré Red Butler lui-même, peut-être abattu par le travail impitoyable en extérieur de The Misfits. Sa veuve a donné naissance à son fils quelques mois plus tard, une coda douce amère. Marilyn Monroe n'a jamais terminé un autre film. En août 1962, 1 an après la sortie de The Misfits, Monroe est morte d'une overdose dans des circonstances mystérieuses et durables. Elle n'avait que 36 ans. Dans ses derniers instants à l'écran, dans The Misfits, le personnage de Marilyn triomphe de la tristesse et trouve une lueur d'espoir. Hors écran, Marilyn ne pouvait pas échapper à ses démons. 13. Howard Hughes, magnate excentrique d'Hollywood. Aucune compilation d'histoires bizarres d'Hollywood ne serait complète sans Howard Hughes, le milliardaire cinéaste et aviateur dont les excentricités sont devenues légendaires. Hughes n'était pas seulement un producteur d'Hollywood. Dans les années 1940, Hughes était un magnate séduisant, connu pour ses romances avec des starlets et ses records en aviation. Il a produit des films à gros budget comme Hell's Angels et The Outlaw. Mais même durant ces années, des fissures apparaissaient dans son personnage conventionnel. Par exemple, pendant le tournage de The Outlaw, Hughes est devenu obsédé par le buste de l'actrice Jane Russell. Le soutien-gorge a été conçu comme un pont suspendu, tout cela pour ce qu'il considérait comme la silhouette parfaite à l'écran. Russell a dit plus tard qu'elle n'a jamais vraiment porté l'engin inconfortable de Hughes, mais le fait qu'un chef de studio irait à de telles longueurs révèle l'intense et étrange focalisation de Hughes sur les détails. Au fil des années, les bizarreries de Hughes se sont transformées en un trouble obsessionnel compulsif à part entière. En 1947, au sommet de son pouvoir à Hollywood, Hughes s'est enfermé dans une salle de projection sombre pendant 4 mois d'affilée. Il s'asseyait nu dans un fauteuil en cuir, regardant sans fin des films en boucle continue. Il se nourrissait de barres de chocolat et de lait, mais était tellement phobique des germes qu'il envoyait des mémos exigeant que personne ne le regarde ou ne lui parle. Il se soulageait dans des bouteilles vides plutôt que d'utiliser des toilettes contaminées. Lorsqu'il est sorti, débraillé et squelettique, il avait rempli des rangées de bocaux avec son urine. Hughes a également commencé à porter des boîtes de mouchoirs sur ses pieds, comme des chaussons improvisés sans germes, dans les années suivantes. 14. La mort mystérieuse de Superman, George Reeves. Il était l'homme d'acier à l'écran. George Reeves, le Superman de la télévision dans les années 1950, sautant par-dessus de hauts immeubles d'un seul bond. Mais dans la vraie vie, Reeves a connu une fin aussi déconcertante que n'importe quel mystère de bande dessinée. En juin 1959. George Reeves est mort d'une blessure par balle à la tête dans sa maison des Hollywood Hills. Le verdict officiel était le suicide, mais même des décennies plus tard, des murmures persistent que Superman pourrait avoir été victime d'un acte criminel. Reeves a été trouvé nu sur son lit avec un pistolet Luger à ses côtés. Présent dans la maison ce matin fatidique était sa fiancée, Leonore Lemon, et quelques invités qui faisaient la fête en bas. Les invités ont dit à la police que Léonore avait été avec George dans la chambre quelques instants avant le coup de feu, et qu'elle était descendue ensuite bouleversée, marmonnant « Dites-leur que j'étais ici en bas ». Plusieurs détails troublants ont émergé. L'arme qui a tué Reeves ne portait aucune empreinte digitale, et initialement, il a été rapporté qu'aucune brûlure de poudre n'a été trouvée sur Reeves. De plus, 2 trous de balles supplémentaires ont été découverts dans le sol. Ces éléments n'ont pas été entièrement expliqués par l'enquête précipitée. La police a rapidement qualifié cela de blessure auto-infligée. En effet, Reeves aurait été déprimé d'être catalogué comme Superman et de lutter pour trouver de nouveaux rôles, mais les initiés d'Hollywood soulignent
Théorie impliquant l'enchevêtrement de Reeves avec Toni Mannix, l'épouse du puissant dirigeant de MGM, Eddie Mannix. Toni et George avaient eu une liaison de longue date. Elle lui avait même acheté la maison même dans laquelle il est mort. George a rompu pour être avec Léonore, et on dit que Toni avait le cœur brisé. Une théorie suggère qu'Eddie Mannix a organisé un coup contre Reeves en représailles, ou pour venger l'honneur de Toni, en le faisant passer pour un suicide. C'est purement spéculatif, mais cela a pris de l'ampleur parce qu'Eddie Mannix avait été impliqué dans la dissimulation de nombreux scandales hollywoodiens. Notamment, Toni Mannix aurait avoué tard dans sa vie. Un ami a affirmé qu'une Toni sénile avait admis qu'elle et Eddie étaient derrière la mort de Reeves, mais cette anecdote reste un oui-dire non vérifié. 15. Peg Entwistle, le suicide du panneau Hollywood. Haut au-dessus de Hollywood, sur les collines où les rêves et le désespoir se rencontrent, se dresse le célèbre panneau Hollywood. En septembre 1932, ce panneau est devenu le site de l'une des tragédies les plus poignantes d'Hollywood, la mort de l'actrice Peg Entwistle, qui a sauté de la lettre H imposante dans un apparent suicide. Son histoire perdure comme un conte de mise en garde sur les rêves brisés à Tinseltown. Peg Entwistle était une actrice de Broadway de 24 ans qui était venue à l'Ouest en quête de célébrité cinématographique. Elle avait du talent et de la beauté, mais après quelques rôles non crédités, ses perspectives à Hollywood semblaient sombres. Pendant la Grande Dépression, les studios réduisaient les contrats, et Peg ressentait l'amertume du rejet. Dans un moment fatidique de désespoir, Peg a gravi le chemin escarpé du mont Lee jusqu'au panneau Hollywoodland dans la nuit du 16 septembre 1932. Elle a grimpé à une échelle de travailleurs jusqu'au sommet de la lettre H de 15 mètres, et alors que les lumières de la ville scintillaient en dessous, elle a sauté. Le lendemain, une femme en randonnée a trouvé une seule chaussure et une veste sous le panneau, puis le corps d'une jeune femme dans les buissons. La police a également trouvé un sac à main contenant une note de suicide déchirante. « J'ai peur d'être une lâche. Je suis désolé pour tout. Si je l'avais fait il y a longtemps, cela aurait évité beaucoup de douleur, disait la note. Pendant 2 jours, l'identité de la fille du panneau Hollywood était un mystère étalé dans les journaux. Finalement, l'oncle bouleversé de Peg a vu les rapports et a confirmé que la défunte était sa nièce. 16. Rudolph Valentino et la bague maudite du destin. Rudolph Valentino, le premier séducteur d'Hollywood. Sa mort prématurée en 1926 à l'âge de 31 ans a provoqué une hystérie collective. Des milliers de fans ont émeuté lors de ses funérailles à New York, et certains se seraient même suicidés de désespoir. Mais parmi les nombreuses légendes de Valentino, une se distingue par son étrange saveur occulte, l'histoire de la bague maudite de Valentino. L'histoire raconte qu'aux alentours de 1920, Valentino est entré dans une bijouterie de San Francisco et a été captivé par une grande bague antique avec une pierre œil de tigre. Le bijoutier leur est averti que la bague portait malheur. Valentino, peut-être intrigué par le mystère, l'a achetée quand même. Il a commencé à porter la bague pendant le tournage de The Young Raja. Ce film a été un échec terrible. Des amis murmuraient que la malédiction de la bague avait déjà commencé. Avance rapide jusqu'en 1926. Valentino tombe soudainement malade et meurt de péritonite. Les fans sont inconsolables, et la légende de la bague maudite prend véritablement racine. L'actrice Paula Negri, l'amante de Valentino, choisit la bague œil de tigre parmi ses affaires comme souvenir. Negri elle-même tombe bientôt gravement malade. Elle se rétablit, mais croyait suffisamment à la malédiction de la bague pour finir par la transmettre. Negri offrit la bague à un jeune chanteur et acteur nommé Russ Colombo, que certains appelaient le prochain Valentino en raison de sa ressemblance. De façon glaçante, peu de temps après, Colombo est mort dans un accident étrange. Selon la légende, la bague de Valentino a réclamé sa prochaine vie. Le meilleur ami de Colombo, l'artiste Joe Casino, a hérité de la bague. Joe, peut-être méfiant, ne l'a pas portée pendant des années, mais il a fini par le faire, et en moins d'1 semaine,
Camion en traversant la rue en 1938. Maintenant, la bague est allée au frère de Joe, Del Casino. Peu de temps après, un cambrioleur est entré par effraction chez Del et a volé la bague. Alors que le voleur s'enfuyait, il a été abattu par la police. La bague a été récupérée et s'est retrouvée dans un coffre-fort de banque pour être mise en sécurité. Quelque temps plus tard, un producteur réalisant un film sur Valentino a pensé que ce serait un excellent coup de publicité de faire porter à l'acteur jouant Valentino la véritable bague de Valentino. Cet acteur, un jeune homme nommé Jack Dunn, a reçu la bague pour un essai à l'écran. Étrangement, quelques semaines plus tard, Dunn contracta une maladie sanguine rare et mourut à seulement 21 ans. La malédiction semblait frapper à nouveau. 17e, Bette Davis contre Joan Crawford, la plus grande rivalité d'Hollywood. Deux des plus formidables actrices de l'ancien Hollywood, Bette Davis et Joan Crawford, partageaient une rivalité si notoire qu'elle est devenue légendaire. Leur aversion mutuelle était d'une intensité bizarre et a donné lieu à des incidents qui ressemblent à des intrigues de comédie noire. Les graines ont été plantées au début des années 1930. La jeune Bette Davis est tombée follement amoureuse de l'acteur Francio Tone pendant le tournage de Dangerous, mais Tone était épris de Joan Crawford, alors reine du glamour à Hollywood. Crawford a fini par épouser Tone, prétendument en le montrant ostensiblement sur le plateau. Bette, méprisée, n'a jamais pardonné à Joan. Aux Oscars de 1936, Bette a remporté le prix de la meilleure actrice. Tone la félicita galamment avec une étreinte, tandis que Joan resta célèbrement assise, lui tournant le dos. Crawford lança plus tard un compliment sarcastique sur la robe Oscar démodée de Davis. « Chère Bette, quelle jolie robe !» railla-t-elle. La température entre elles fut glaciale à partir de ce moment-là. Avance rapide jusqu'aux années 1940. Crawford déménage chez Warner Brothers, le territoire de Bette. Joan a essayé d'enterrer la hache de guerre, envoyant des fleurs et des cadeaux à Bette. Quand Bette a refusé le rôle-titre dans Mildred Pierce, Joan l'a pris, puis a remporté un Oscar pour cela en 1946. Bette, avec son esprit acide, a haussé les épaules en disant « Mademoiselle Crawford est une star. Je suis une actrice », insinuant que Joan était tout glamour, sans talent. Le public se régalait de leur pic dans la presse. La querelle a atteint son apogée en 1962 lorsque les deux ont partagé la vedette dans le thriller psychologique « Qu'est-il arrivé à Baby Jane ?» Ce casting était un pari hollywoodien. Mettre ensemble deux ennemis jurés et espérer que des étincelles jaillissent. Le plateau est devenu un champ de bataille. Crawford, veuve du PDG de Pepsi, avait fait installer un distributeur de Pepsi-Cola sur le plateau, sachant que Joan était l'ambassadrice de Pepsi. Bette exigea expressément qu'un distributeur de Coca-Cola soit placé dans sa propre loge pour contrarier Joan. Dans une scène, Jane doit agresser Blanche immobilisée. Joan, craignant la véritable colère de Bette, a insisté pour avoir une doublure pour les plans larges. Mais pour un gros plan, Joan devait elle-même être au sol. Bien sûr, Bette a donné un coup de pied à Joan à la tête avec force. Joan a crié de douleur. Plus tard, elle a affirmé qu'elle avait besoin de points de suture, tandis que Bette a dit nonchalamment que toute blessure était accidentelle et qu'elle l'avait à peine touchée. Les membres de l'équipe, cependant, croyaient que c'était tout à fait délibéré. La prochaine réplique de Bette dans le script « Je t'ai blessé accidentellement ». Joan s'est vengée rapidement. Dans une autre scène, Bette devait traîner le personnage de Joan à travers la pièce. Sachant que Bette souffrait de problèmes de dos, Joan s'est rendue plus lourde. Elle aurait rempli ses poches de pierre et même attaché des poids sous ses vêtements. Prise après prise, Joan se laissait tomber comme un poids mort. Bette gémissait en tirant. Plus tard, Bette s'est plainte qu'elle souffrait à cause de la ruse de Joan. 18. La légende urbaine du Munchkin pendu. Notre dernier récit est l'une des légendes urbaines les plus persistantes d'Hollywood. Pendant des décennies, les spectateurs ont juré que dans une scène, au fond de la forêt enchantée, on peut voir un acteur Munchkin pendu à un arbre. Un classique familial pourrait-il cacher un secret aussi morbide? L'origine de cette légende remonte à la scène d'introduction de l'homme de fer blanc du film. Dorothy regarde
et l'homme de fer blanc se prennent par le bras et s'en vont joyeusement en chantant. Nous partons voir le magicien sur la route de briques jaunes. Alors qu'ils disparaissent dans les arbres, quelque chose balance au loin. À partir des années 1980, lorsque la vidéo domestique a permis aux spectateurs de faire des pauses et de revenir en arrière, des rumeurs ont circulé selon lesquelles la forme était une petite personne pendue par le cou. L'histoire disait qu'un figurant Munchkin, au cœur brisé, s'était suicidé sur le plateau et que l'équipe, inconsciente, avait laissé les images dans le montage final. Aussi glaçant que cela puisse paraître, c'est fermement un mythe urbain. Le studio a expliqué que la silhouette pendue était en réalité un grand oiseau exotique du zoo de Los Angeles, qui avait été amené sur le plateau pour ajouter du réalisme à la forêt. Dans la scène, l'oiseau déploie ses ailes près d'un étang, et sa silhouette donnait l'illusion d'une figure humaine se balançant. En effet, Snopes et d'autres vérificateurs de faits ont complètement démystifié l'histoire du Munchkin pendu. Aucun acteur Munchkin n'est mort pendant la production. De plus, lorsque Oz a été remasterisé pour son 50e anniversaire, la scène supposée de pendaison a été nettoyée. Cela n'a fait qu'alimenter les théories du complot. Mais l'explication la plus simple tient. C'était toujours un oiseau, pas un corps.